Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. On y arrive. Orlane me disait que certains d'entre vous ont reçu beaucoup de mises à jour, de notifications pour cette réunion et on s'en excuse. On a lutté un peu avec les problèmes de Teams, mais enfin, nous sommes là ensemble. Donc, je suis Yann Tanguy, je suis le délégué général de l'association Les Entreprises pour la Cité et on est extrêmement heureux avec les équipes du CFF et d'EY de vous accueillir pour cette dernière restitution nationale du panorama des fonds et des fondations d'entreprises mécènes. Une étude donc qu'on réalise conjointement avec le CFF et EY. Alors, un petit mot de ces trois organisations. Donc, LEPC, Les Entreprises pour la Cité, est une association qui fédère 150 entreprises et œuvre depuis 40 ans à la promotion de l'engagement social et sociétal des entreprises, notamment dans leur démarche d'engagement, de diversité, de mécénat, de mobilisation des collaborateurs. Le CFF est également une association qui rassemble la communauté des fondations et fonds de dotation français et les représente auprès des pouvoirs publics. EY est une entreprise, cette fois bien connue, cabinet qui accompagne les acteurs de l'ESS dans la concrétisation de leurs projets. Donc, ensemble, nous produisons tous les 2 ans, depuis maintenant 12 ans, cette étude qui vise à mieux appréhender les évolutions et les enjeux du secteur des fonds et des fonds de dotation, des causes, de l'analyse des causes soutenues aux évolutions plus récentes comme voilà, la mobilisation des collaboratrices et collaborateurs d'entreprise. Pour en parler avec nous ce matin et restituer cette étude plus en détail, on aura le plaisir d'accueillir Orlane Aquilina, directrice de l'expertise mécénat au sein de LEPC, Lyoko Miyoshi, directrice des partenariats et expertise au CFF, et Kathleen McLeod-Trémo, avocate associée spécialisée en ESS chez EY et par ailleurs membre du Haut Conseil à la vie associative. Alors là, on se réunit en ligne, mais sachez que avant aujourd'hui, nous avons réalisé un tour de France avec cette étude. Nous sommes passés par Nantes, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux. Il nous manquait l'Occitanie, mais ce sera réparé ce matin. Nous entendrons la voix de l'Occitanie en deuxième partie de ce webcast à l'occasion de la table ronde. Voilà pour cette petite introduction. Orlane, maintenant, place à l'étude et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle matinée. Merci beaucoup Yann. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques règles par rapport à ce webcast. Donc déjà, merci beaucoup pour votre présence en grand nombre. Alors juste pour vous signaler que vos micros et vos caméras sont coupés pour vous laisser plutôt interagir dans le chat et distinguez bien le chat de la section questions et réponses parce que du coup, vous pouvez interagir, partager, commenter dans la section chat. Mais si vous avez des questions pour nous faciliter l'utilisation, enfin en tout cas la réponse aux questions et pour ne pas en manquer, ne pas en rater, privilégiez plutôt la section Q&A, donc questions-réponses. Et nous essaierons d'y répondre tout au long de la restitution ou on gardera un petit temps de réponse à la fin de la séance avec ma collègue Luna que je vous présente également. Je précise que cette session sera enregistrée et que le replay sera disponible sur nos 3 sites des entreprises pour la cité, du Centre français des fonds et des fondations et d'EY. Voilà, et là je vais donc laisser la parole à toi Lyoko pour l'entrée en matière.
Bonjour à tous, vous êtes 122 connectés, j'espère que le réseau va pas sauter et que ce petit bruit de clink que vous entendez tous, et ce sont des gens qui arrivent, donc je suis navrée, je ne sais pas comment on coupe ce bruit. Pour revenir à l'étude, merci beaucoup Orlane de l'introduction. Il s'agit d'une étude qu'on a menée en ligne en avril 2024, dont les premiers résultats ont été restitués en octobre 2024 et nous préparons l'édition prochaine qui va sortir en 2027. Donc ce sont toujours les chiffres d'actualité en ce qui concerne les fonds et fonds de dotation d'entreprise. 127 structures, fonds et fonds de dotation créés d'entreprises ont répondu à cette enquête. 63 étaient des fondations de statut entreprise, 36 des fonds de dotation, 23 des fondations sous égide et 5 des fondations reconnues d'utilité publique. Slide suivant, s'il vous plaît. En ce qui concerne le background de ces fonds et fonds de dotation créés dans les entreprises, il faut considérer l'ensemble des fonds et fonds de dotation qui existent en France. Aujourd'hui, il y a 7392 structures qui sont déclarées en tant que fonds ou fonds de dotation, avec divers statuts. Vous savez qu'il y en a 8 en France, avec très majoritairement parmi ces 7392 les fonds de dotation, qui, comme vous le savez, est un statut relativement récent par rapport à d'autres. On dit qu'il y a, alors il y a 14 millions d'euros en 2024, on indiquait, c'est 17 milliards aujourd'hui, 17 milliards aujourd'hui, investis dans l'intérêt général, dépensés pour l'intérêt général de la part de ces structures. On est plutôt un petit secteur employeur avec 23 000 salariés, principalement dans les établissements de santé. Donc vous, fondation d'entreprise et fonds de dotation créés par les entreprises, vous n'êtes pas tout à fait concernés. Vous verrez le nombre de vos collaborateurs dans les pages suivantes. Les fondations créées par les entreprises, de statut d'entreprise, vous êtes 442. Et parmi les fonds de dotation, si on les cumule, vous êtes à peu près à 900 structures, fonds et fonds de dotation créés par les entreprises. Cette fois-ci, ce chiffre est de 2025, donc mis à jour. La répartition, vous ne serez pas étonné. Les sièges des fonds et fonds de dotation créés par les entreprises se situent majoritairement en Île-de-France. Et ensuite, ça se dispatche sur les grosses régions, Aura, PACA, etc. Donc ça, c'est une répartition que vous connaissez assez classiquement de la part des entreprises, puisque ça correspond également au siège des entreprises. Merci Lyoko. Je vais prendre la suite pour vous présenter le portrait des fonds et fondations en 2024. Alors, comme le mentionnait Lyoko, donc 127 fonds et fondations ont répondu à notre enquête. Et si on s'intéresse à la représentation des différentes typologies de structures au sein du panel de répondants, donc c'est les chiffres qui sont sur votre gauche, on voit que tout ça reste globalement stable par rapport aux précédentes éditions, puisque la moitié sont des fondations d'entreprise, un quart des fonds de dotation et le reste de l'échantillon est composé de fondations sous égide à hauteur de 18% et 4% de fondations reconnues d'utilité publique. Ce qu'on peut en fait toutefois quand même relever, c'est qu'on constate une légère progression des fonds de dotation qui passent de 25 à 28% en l'espace de 2 ans, ce qui est vraiment en cohérence avec ce qu'on a pu constater depuis la mise en place de ce nouvel outil en 2008. Si on s'intéresse à présent à la catégorie des entreprises fondatrices, on voit qu'on peut souligner la dynamique qui est aujourd'hui portée par les ETI et les PME, qui sont en fait de plus en plus nombreuses à décider de mettre en place des outils de mécénat dédiés. On les retrouve finalement aussi plus représentés au sein du panel de répondants. On était à 39% d'ETI en 2020, on passe à 43%. 11% de PME en 2020 pour atteindre 12% en 2024. Alors, si on s'intéresse au budget annuel moyen, c'est la slide suivante, s'il te plaît, Orlane. Donc, quant aux moyens financiers qui sont alloués aux fonds et fondations d'entreprise, on constate une progression du budget annuel moyen qui passe de 1,7 million d'euros en 2022 à 2 32 000 euros en 2024. Alors attention, ce chiffre cache d'énormes disparités puisque le budget minimum
du panel est de 40 000 €, là où le budget maximum atteint 50 millions d'euros. Donc, vous voyez un grand écart énorme. Et finalement, donc, si vous regardez le schéma qui est à gauche, on voit qu'une très grande majorité quand même des structures, à hauteur de 43% d'entre elles, ces structures bénéficient en réalité d'un budget qui est compris entre 100 000 et 500 000 €. Autre chiffre intéressant, on a le montant moyen de l'aide par projet soutenu. Là aussi, on constate une progression à hauteur de 10 000 € et ce chiffre atteint donc 38 720 € en 2024. Ce qu'on constate, c'est que de nombreuses structures font le choix en fait de soutenir moins de projets en allouant une aide financière plus importante, ce qui démontre une plus grande maturité dans le pilotage des projets par les fonds et fondations d'entreprise. Et dans la logique aussi qu'on vous décrivait, qui est celle de la dynamique qui est portée aujourd'hui par les ETI et les PME, ce qu'on voit, c'est que ce chiffre pour les ETI, en fait, il a été multiplié par 2 en l'espace de 2 ans. Donc là encore, on voit vraiment à travers ces chiffres la montée en puissance de ces entreprises dans le mécénat. Alors, quant aux moyens humains qui leur sont dédiés, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les fonds et fondations d'entreprise, elles ont en moyenne 3 équivalents temps plein qui constituent l'équipe qui vraiment est dédiée à la fondation. Et généralement, on retrouve une composition autour d'un directeur général, un chargé de projet et un responsable de communication. Et comme vous pouvez le constater sur les chiffres à votre droite, aujourd'hui, c'est toujours la mise à disposition gracieuse qui reste assez largement plébiscitée par les entreprises à hauteur de 57% des répondants. Si on s'intéresse maintenant aux modalités d'action des fonds et fondations, on voit que ces modalités sont vraiment tournées vers l'impact. Alors, la première composante effectivement de ce constat, c'est que on a des liens qui sont renforcés avec l'entreprise fondatrice. Premier élément en ce sens, on voit qu'une large partie des structures reste aujourd'hui rattachée à la présidence et à la direction générale. Si on cumule les chiffres présidence et direction générale, on atteint 51% des répondants. Ce qu'on constate également, comme ça avait été le cas en 2022, c'est qu'on a une progression également du lien de rattachement au département RSE. On était à 18% en 2022, on passe à 25% en 2024. Et également à la direction de l'engagement, on était à 7% en 2022 et on atteint 9% en 2024. Et en fait, ce chiffre, cette progression pour la RSE et la direction de l'engagement, ça marque la volonté finalement des entreprises fondatrices d'appréhender leurs obligations réglementaires et leurs engagements volontaires de manière coordonnée afin d'être plus impactantes. On constate aussi que la prise en charge du mécénat elle est de moins en moins rattachée à la direction des ressources humaines. Vous voyez, le chiffre est de 3% en 2024 et il était de 4% en 2022. Autre élément important, ce qu'on constate, c'est que les 3/4 des entreprises fondatrices, elles ont désormais une politique de mécénat qui est formalisée. Le chiffre, il est en progression de 2 points. Donc, par rapport à 2022, là aussi, c'est un gage, une preuve de la professionnalisation continue des structures. Et cette évolution, elle reflète la prise de conscience accrue des entreprises d'avoir un mécénat qui soit structuré, qui soit coordonnées pour maximiser l'impact social et environnemental de leurs actions. Alors, autre point important, ça c'est un chiffre aussi qui est en progression au fil de nos différentes éditions. On constate que la majorité des structures, elles ont un objet social qui est en lien avec les activités qui sont portées par l'entreprise fondatrice. Le chiffre, il est en hausse de 7 points par rapport à 2022 et c'est vraiment une progression qui est constante depuis nos 6 éditions. Et finalement, cette approche, elle est plébiscitée réellement par les entreprises fondatrices. Pourquoi? Parce que ça leur permet évidemment notamment d'associer plus facilement leurs collaborateurs aux actions qui sont déployées par leurs fonds et fondations, notamment bien sûr
dans le cadre du mécénat de compétences. Alors parfois, certaines font pourtant le choix de conserver une forme de muraille de Chine entre l'objet statutaire de leurs fonds et fondations et l'activité de l'entreprise. Mais effectivement, ce qu'on constate, c'est que c'est de moins en moins le cas. Évidemment, mettre tout ça en perspective avec la RSE, avec la CSRD ou aussi, évidemment, la loi Pacte. Alors, justement, un petit mot sur la loi Pacte. C'est la slide suivante, s'il te plaît, Orlan. La loi Pacte, en fait, on voit qu'elle continue à porter ses fruits puisque donc les entreprises du panel ont continué de se doter pour certaines d'une raison d'être. On a donc une progression de 4 points par rapport à 2022 sur l'adoption d'une raison d'être. Et aussi parfois, elles vont jusqu'à se doter du statut de société à mission. Là aussi, une progression de 5 points par rapport à 2022. On est à 13% en 2024. Alors, ce que vous voyez en fait sur ces deux schémas, c'est qu'on a quand même un certain nombre de structures interrogées qui nous disent finalement, on ne sait pas. Donc, ce que ça veut dire, ce on ne sait pas, c'est qu'en définitive, nos fonds et fonds de dotation d'entreprise, ils ne sont pas nécessairement toujours sollicités pour faire partie de la réflexion autour de la loi Pacte. Ce qu'on peut aussi mettre en avant à cet égard, c'est qu'on avait fait en 2018 une édition qui était vraiment dont la focale était dédiée à la loi Pacte. Et ce qu'on avait relevé à l'époque, c'est que 53% des répondants nous disaient qu'ils n'avaient pas été sollicités dans le cadre de cette démarche. Alors nous, ça nous paraît collectivement un peu contre-intuitif de ne pas inclure dans cette réflexion évidemment hautement stratégique pour l'entreprise fondatrice, les fonds et fondations, et qu'ils puissent s'exprimer finalement aussi en tant qu'acteurs de l'intérêt général. Tout ça constitue un cercle évidemment vertueux pour l'engagement protéiforme de l'entreprise et puis cette volonté évidemment d'impact que recherchent les entreprises à travers leurs engagements, que ce soit dans le cadre de la loi Pacte ou évidemment à travers leurs fonds et fondations. S'agissant des domaines d'intervention, alors ce qu'on voit, c'est que ce sont toujours les enjeux de développement humain qui sont au cœur de l'engagement des entreprises fondatrices. On retrouve un trio de tête qui est quasiment sanctuarisé depuis 6 éditions. Là, ça bouge un tout petit peu, en fait, uniquement dans les places. On a un tout petit retrait de l'éducation à hauteur de 51%, avec l'insertion professionnelle qui progresse à hauteur de 53%. Et ça reste l'action sociale qui est le grand vainqueur de chaque édition du panorama. Donc là, vous le voyez à hauteur de 62%. En fait, ce qu'on peut dire finalement sur l'action sociale ou encore l'insertion professionnelle, c'est que ce sont des domaines où finalement l'entreprise va être plus à même de déployer son savoir-faire, évidemment les compétences de ses collaborateurs. Et elle va pouvoir aussi agir de manière plus ciblée et territorialisée, évidemment en lien direct avec son domaine d'activité et puis également aussi les implantations territoriales de l'entreprise. On peut aussi relever une progression qui est quand même assez significative de l'environnement, qui passe de la 7e place en 2022 avec 22% à la 4e place aujourd'hui avec 43%, ce qui est en phase avec l'engagement de plus en plus volontaire des entreprises autour de cette cause. Et dernier constat aussi autour des champs d'intervention, c'est qu'on a vraiment un constat assez fort d'une prédilection des entreprises pour le mécénat croisé, qui met vraiment en exergue une recherche de double impact. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter à une seule cause, mais on va chercher finalement à faire interagir différents champs d'intervention. Et c'est particulièrement le cas, évidemment, quand ces champs sont interconnectés et non hiérarchisés. Et enfin, dernier constat, qui est lui aussi assez fort à travers les années, c'est vraiment cette volonté d'aller vers du soutien pluriannuel. Alors même si on a un tout petit décrochage, comme vous le voyez par rapport à 2022, on est quand même à 83% aujourd'hui de répondants qui pratiquent évidemment ce soutien pluriannuel. Vraiment, on voit à cet égard que évidemment la volonté, elle est d'accompagner de manière quand même pérenne les acteurs sur le long terme et pas de manière
ponctuelles, hein. Ça peut être aussi évidemment mis en exergue avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la volonté de soutenir de manière aussi plus importante, de moins avoir cette logique de saupoudrage. Alors cela étant, si on regarde les chiffres qui sont sur votre droite, on peut finalement un peu pondérer quelque part cette approche, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a seulement 90% des structures qui sont sur une logique d'accompagnement de 2 à 3 ans. Donc là, évidemment, la très très large et écrasante majorité, et finalement peu d'acteurs qui sont enclins aujourd'hui à accompagner sur 3 ans et plus, hein, seulement 10%. Donc on peut évidemment encourager cette pratique, ce d'autant qu'on sait, et a fortiori dans le contexte qui est celui malheureusement qu'on traverse, que les associations, elles ont besoin de stabilité dans ce financement, et que la recherche de financement reste évidemment une de leurs préoccupations majeures, surtout dans la période que nous traversons. Merci beaucoup, Kathleen. Kathleen, est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien? Très bien, fort et clair. Ok, parfait. Alors, je prends le bâton de relais. Merci beaucoup. Alors, on va regarder maintenant comment les modalités d'action tournées vers l'impact ont renforcé la structuration et la professionnalisation des fonds et des fondations, notamment au travers d'une notion qu'on a sentie de plus en plus prégnante au fil des éditions, c'est-à-dire l'intégration, le souhait vraiment de soutenir les partenaires à 360 et de façon beaucoup plus intégrée que par le passé. Alors, par exemple, si on regarde ici les types de mécénat qui sont pratiqués aujourd'hui, bon, bah, c'est assez flagrant, parce que même si le mécénat financier reste le type de mécénat le plus largement pratiqué, les autres types de soutien augmentent également, sans que cela, comme vous pouvez le voir, se fasse au détriment de l'un ou de l'autre type de mécénat, mais bien finalement en incrémental. Alors, il n'y a pas vraiment de volonté de... Enfin, pardon, il y a en fait, ces chiffres-là montrent bien qu'il y a une volonté de répondre au plus près des besoins des associations. Et bien sûr, l'augmentation du mécénat de compétences répond aussi à un autre besoin de l'entreprise, qui est celui d'engager ses collaborateurs. Mais ça, on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Autre élément qui vient qualifier ou illustrer cette dynamique de structuration et de professionnalisation, c'est le développement d'actions propres et l'orientation de certains fonds et de fondations sur un fonctionnement plus opérateur que par le passé. Passé dans lequel les fonds et les fondations étaient majoritairement distributeurs. Alors, 3 explications possibles à cette évolution-là. D'abord, parce que finalement, le mode opérateur va contribuer plus qualitativement, selon les fonds et les fondations, à l'intérêt général. Ça va leur permettre aussi d'augmenter leur impact, avec vraiment ce sentiment d'apporter leur propre pierre à l'édifice. Et puis, ça va aussi finalement leur donner plus de visibilité, en tout cas plus de visibilité à leur action, et sans doute aussi mieux justifier leur budget en interne. Alors, autre signe de cette tendance à la structuration et à la professionnalisation, c'est la question de l'expérimentation. Donc, c'est une question qu'on a continué de poser au fur et à mesure des éditions. Et on a vu que eh bien, cette fois-ci, les structures ont été moins nombreuses à envisager finalement leur fonds ou leur fondation comme un outil d'expérimentation. Alors, à cela, 2 explications possibles. C'est vrai, Kathleen, tu en as parlé. C'est finalement l'impact de la loi Pacte qui est passée par là. Les feuilles de route sont donc plus claires et elles structurent mieux l'action philanthropique des entreprises. Et puis, eh bien, si les structures ont déjà pas mal expérimenté, elles se trouvent maintenant dans une deuxième phase qui est plutôt la phase de la continuité de leurs actions. Alors, c'est maintenant peut-être le moment de se demander pourquoi les entreprises font du mécénat via leur véhicule philanthropique, et à quels enjeux ces différents véhicules vont répondre. Alors, on a un beau trio de tête avec les enjeux humains, l'ancrage territorial et la réputation.
Alors évidemment, si on regarde ces chiffres d'un petit peu plus près, les enjeux humains, quels sont-ils? Alors évidemment, ces enjeux font écho à l'augmentation du mécénat de compétences. L'enjeu humain vient aussi répondre à la quête de sens, de plus en plus exprimée par les salariés, comme on le sait tous. Mais aussi un besoin de l'entreprise de renforcer la cohésion interne, le sentiment d'appartenance et bien sûr la rétention des talents. Et finalement, le mécénat va permettre à la fois de susciter l'engagement des collaborateurs, ou bien quand il existe naturellement, eh bien le mécénat va le fédérer et le faciliter. Concernant l'image et la réputation, on sent bien qu'aujourd'hui, les fonds et les fondations continuent de se questionner sur ces notions de communication, de visibilité, de rayonnement, tout en prenant garde, évidemment, de ne pas faire de greenwashing. Et ça, on les sent beaucoup plus précautionneuses que par le passé. La déontologie et l'éthique étant évidemment passées par là et renforcées par ailleurs par tous les acteurs de l'écosystème. Et enfin, le sujet de l'ancrage territorial qui reste un véritable point de convergence entre finalement les enjeux humains et les enjeux de communication, mais qui est aussi notre fil rouge. Ce n'est pas par hasard et donc Lyoko vous en reparlera tout à l'heure. Si on tire le fil et qu'on s'arrête un petit instant sur la sélection des projets, c'est-à-dire comment les fonds et les fondations sélectionnent-elles leurs partenaires et leurs projets, alors on n'a pas noté de changement notable par rapport à l'édition 2022. Comme vous pouvez le constater, évidemment, les pourcentages additionnés ne font pas 100, ce qui veut dire que les entreprises ont vraiment tendance à varier leurs modalités de sourcing. Alors, les fonds et les fondations continuent majoritairement à 73% de sélectionner les projets par eux-mêmes, donc via leur propre réseau et en tenant compte évidemment de leur implantation géographique. Et on sait qu'effectivement, cela peut finalement apporter des limites en termes d'objectivité, de diversité et de renouvellement. D'où le fait de pouvoir effectivement multiplier les différentes sources de sélection. Alors, les appels à projets externes ponctuels ou réguliers ne sont pas négligés pour autant, mais quand même, il est bon de souligner que c'est quand même en petite diminution depuis 2022. Et cette diminution risque évidemment d'aller crescendo avec le désengagement de l'État et des collectivités, entraînant un afflux de plus en plus massif et peut-être ingérable pour les entreprises. À noter aussi, et ça c'est important de le dire peut-être pour les associations qui nous écoutent, que les collaborateurs sont de plus en plus impliqués pour proposer directement des projets ou participer au jury de sélection. Donc évidemment, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de tous les collaborateurs et collaboratrices que vous connaissez, associations autour de vous, parce que certains d'entre eux ou d'entre elles peuvent être partie prenante. Et bien sûr, qui dit structuration et professionnalisation, peut-être un néologisme si on les fusionne, dit aussi évidemment évaluation et peut-être aussi sommes-nous arrivés à une forme de saturation de l'évaluation. On sent qu'effectivement le sujet est quand même assez ambivalent aujourd'hui auprès des fonds et des fondations parce que elles formulent le souhait vraiment de recentrer les énergies sur leur action plutôt que sur l'évaluation. Et puis, on sent que cette question de l'évaluation est aussi en train d'entrer en conflit avec de nouvelles notions qui habitent le secteur aujourd'hui, comme la philanthropie basée sur la confiance. Et on sait qu'effectivement, cette question de l'évaluation est encore un dans ce cadre-là. Mais l'évaluation reste essentielle, évidemment, pour piloter l'activité et mesurer le ROI, défendre ou justifier les budgets, peut-être même de les augmenter. Donc, sans chiffres à l'appui, c'est difficile d'aller pouvoir demander des augmentations d'enveloppe. Alors, même si on en parle moins de la CSRD, l'évaluation permettait aussi de répondre à finalement ces exigences de reporting. Et puis aussi, évidemment, de mieux communiquer pour valoriser les actions. Et on en parlait, d'écarter les risques de greenwashing. Alors, on en vient à la question de l'engagement des
collaborateurs, qui reste évidemment une partie importante dans notre panorama, puisqu'on voit bien au fil des éditions que le sujet prend de plus en plus de place et d'ampleur dans la stratégie philanthropique des entreprises. Alors, la preuve par les chiffres, puisque aujourd'hui, 86% des répondants confirment l'implication des collaborateurs dans les actions de solidarité portées par les structures philanthropiques. Alors, évidemment, ça va de pair, c'est important de le souligner, avec tout ce que l'entreprise peut mettre aussi par ailleurs en place pour faciliter cette implication. Par exemple, le mécénat de compétences avec les RH, la politique de jours offerts pour s'engager, la sensibilisation et l'acculturation des équipes managériales, la mise en place de jours sanctuarisés et la valorisation de l'engagement, par exemple dans le cadre des évaluations de fin d'année. Alors, quelle modalité d'engagement on la cote aujourd'hui en entreprise? Alors, eh bien, comme vous pouvez le constater, parce que ça ne fait toujours pas 100 quand on additionne tout cela, eh bien, c'est parce que les entreprises vont avoir tendance à varier un peu les goûts et les couleurs pour finalement répondre un peu à tous les besoins en fonction de la personnalité du collaborateur, de ses appétences, de ses compétences, du temps dont il dispose et de son implantation géographique. Donc, 70% des répondants vont plutôt proposer du sur-mesure. Alors, les formats privilégiés, je vais passer assez rapidement. Évidemment, les actions collectives ponctuelles remportent un peu la palme parce qu'elles sont plus faciles à mettre en place, elles sont courtes, elles ne nécessitent pas de compétences particulières et elles ont la possibilité d'engager une équipe entière pour faciliter la cohésion d'équipe tout en alliant avec l'utilité sociale. L'appel à projet interne, on en a parlé, ça commence à devenir de plus en plus important dans les entreprises pour engager leurs collaborateurs, mais ça permet aussi d'avoir un processus finalement de sélection assez consensuel et assez transparent en interne. Les collectes de dons en nature sont reparties à la hausse, mais ça, c'est évidemment le contexte médiatique, conflit à l'international, et puis l'appel médiatique de certaines associations qui ont permis de contribuer à cette hausse. En revanche, les dons financiers sont en baisse, sans doute parce que les entreprises considèrent que ce sont des dispositifs peut-être moins engageants auprès de leurs salariés. Si on zoome maintenant très très rapidement sur les bénéfices de l'implication des collaborateurs par les entreprises, on peut les qualifier en deux catégories. Sur le plan individuel, l'engagement des collaborateurs permet de donner du sens, de la satisfaction personnelle et l'opportunité de développer de nouvelles compétences. Et sur le plan collectif, l'engagement des collaborateurs permet de renforcer l'équipe, l'esprit d'équipe et la cohésion d'interne. Excuse-moi, Orlane, oui. Oui. Je vais te couper parce que j'ai fait une fausse manip, donc je vais arrêter le partage. Et est-ce que tu peux relancer le partage des slides? Bien sûr. Les excuses. Je te laisse reprendre la main sur les slides. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Oui, c'était une histoire de déroulé de slides. Il ne fonctionnait pas très bien. C'est reparti. Est-ce que là, c'est reparti? C'est bon? Lyoko, je vais bientôt te passer la parole, alors prépare-toi. J'étais sur ce dernier slide pour vous dire que deux bénéfices à l'engagement des collaborateurs se distinguent nettement. C'est le renforcement de la fierté d'appartenance pour 83% et en deux, le renforcement de la cohésion interne. Preuve évidemment que l'action solidaire de l'entreprise permet de créer un environnement de travail beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus fédérateur. Alors, en transition, vous l'aurez compris, l'engagement des collaborateurs est devenu un enjeu majeur de marque employeur dans un contexte où les salariés sont de plus en plus exigeants et sélectifs pour plutôt privilégier les entreprises qui vont être alignées avec leurs valeurs, leurs aspirations et leurs préoccupations, mais finalement, d'un point de vue territorial, qu'est-ce que ça donne si on zoome? Lyoko, c'est à toi. Absolument. Donc, pour cette édition du Panorama, on a choisi la focale territoire d'action, mécénat collectif. Donc, on parle très clairement du mécénat territorial qui vous intéresse tous et du mécénat collectif. Je ne vais pas vous faire la description des deux
type de mécénat, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition légale ou juridique. Cependant, quelques points à retenir de la manière dont nous avons posé les questions concernant ces deux sujets, qui sont très connexes, d'ailleurs vous le verrez par la suite, c'est que le mécénat territorial, deux choses à retenir, proximité, développement et cohésion des communautés locales. Quel est le périmètre de cette communauté locale? C'est aux mécènes de décider. Ça peut être une commune, un département, une région. Mais on verra dans les partenariats publics que vous tissez que c'est plutôt au cadre du COMCOM, le communauté des communes. Mécénat collectif. Alors, mécénat collectif, on dit qu'on fait tous du mécénat collectif parce qu'on finance beaucoup les associations les uns et les autres. Mais lorsqu'on définit comme étant mécénat collectif, c'est quelque chose dont la vision et la définition commune des besoins d'un territoire donné est partagée entre les divers mécènes et qu'on décide de faire la mise en place d'une gouvernance et le copilotage de projets au-delà de cofinancer ensemble des projets qu'on trouve chacun dans son silo très bien pour son territoire. Voilà, donc ce ne sont pas des définitions légales, mais néanmoins, c'est la ligne qu'on a choisie pour vous interroger sur la suite de ces deux sujets. Alors, dimension territoriale intégrée à la stratégie de votre mécénat, évidemment, oui. 64%. Et est-ce que ça a un lien avec l'engagement des collaborateurs? Les collaborateurs sont bien ancrés quelque part, donc oui, à 51%. Ça, c'est un peu une évidence. Slide suivant. Alors, action avec les partenaires publics. C'est là où on peut peut-être présager du périmètre un peu pratiqué par les fonds et fonds de dotation d'entreprise, puisque la moitié d'entre vous travaillent précisément avec les communes, ça s'appelle des grosses communes, ou des COMCOM. Ensuite, avec le département, qui a quand même une mission d'action sociale, donc on peut peut-être imaginer que c'est naturel, et les services déconcentrés de l'État, à hauteur à peu près de 31%. Le reste suit assez rapidement, le conseil régional, etc. L'enjeu de l'action territoriale, pardon, je veux bien. Oui, alors ça se balade un peu les slides, c'est pas grave. Donc l'enjeu d'action territoriale, c'est vraiment la coopération facilitée avec d'autres acteurs. Quand on travaille sur un petit périmètre, c'est un peu une évidence, c'est plus facile de travailler. L'augmentation de l'impact, parce qu'on travaille mieux, on a plus d'impact. Et l'engagement des collaborateurs de l'entreprise mécène, je l'ai déjà dit, et la notoriété en termes d'ancrage territorial, c'est évident aussi. Le pratique maintenant du mécénat collectif. Donc, avez-vous pris part à des initiatives de mécénat collectif? C'est toujours minoritaire, même si c'est 40% et c'est en légère augmentation. En revanche, le projet, c'est ton projet que ça augmente, 2% également. Faites-vous partir d'un collectif de mécènes à l'échelle des territoires? C'est moins des 40% qui disent oui, puisque actuellement, c'est 34%. Et on verra deux exemples de mécénat collectif sur les territoires par la suite de la table ronde. Pourquoi avez-vous choisi d'impliquer dans un mécénat collectif? Finalement, ça rejoint un petit peu le mécénat territorial recherche d'impact. Gain d'expérience, ça pour le coup c'est de l'expérience partagée entre une multitude d'acteurs qui travaillent ensemble. Le renforcement des liens, ça rejoint également ce qui a été dit sur le mécénat territorial. Quelle structuration? C'est assez logique par rapport aux réponses que vous venez d'entendre, puisque ça se fait de manière un peu convention, contrat, partenariat, un peu variable, à 58% des cas. Et seuls 18% d'entre vous, fonds et fondations d'entreprise, avaient créé une structure dédiée à ce mécénat collectif. Alors les difficultés, vous qui travaillez au collectif au quotidien, chacun à son niveau, que ça soit en mécénat ou pas en mécénat, vous le savez, c'est vraiment la complexité du fonctionnement. Surtout lorsqu'on adresse des structures qui ne sont pas de la même culture que votre entreprise, ça va de soi que la complexité de fonctionnement, très clairement, c'est la majorité des freins et des soucis qui peuvent se poser dans un mécénat collectif. On verra comment les fonds de dotation qui vont témoigner après ont gérer ou tente de gérer cette complexité en fonctionnement. Moyens humains financiers, pareil, c'est de la mise en commun. Donc, il faut qu'il y ait une décision préalable pour que ce moyen humain et financier puisse faire avancer ce collectif qui nécessite forcément des additionnels par rapport à une action en silo. Et puis, décision stratégique, ça rejoint un petit peu la complexité de fonctionnement également, puisque au-delà d'avoir une équipe opérationnelle, il faut que les boards, il faut que les dirigeants des entités constituant ce collectif soit en accord, ce qui est encore plus compliqué que les équipes opérationnelles.
Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne transition. Et je vais laisser Kathleen présenter nos deux invités, Olivia et Bertrand, qu'on est particulièrement heureux d'accueillir sur ce webinaire avec 187 participants qui vous écoutent. Donc, la question posée qu'on fait vous répondre, on va faire, oh là là, je parle plus français, moi. Faire territoire ensemble, enjeux et opportunités du mécénat territorial et collectif. À toi, Kathleen, pour présenter nos speakers. Merci Lyoko. Alors tout d'abord, évidemment, un grand merci à Olivia et à Bertrand d'avoir évidemment accepté de partager ce moment avec nous. On sait à quel point c'est précieux, surtout d'avoir des illustrations concrètes et de vous laisser vous exprimer. Merci aussi encore à toutes et à tous quand vous remplissez évidemment notre questionnaire et que vous contribuez à ce qu'on ait toutes ces informations qu'on arrive à vous partager. Donc, quelques mots sur chacun d'entre vous. Donc, Olivia Guiraud-Chaumel, vous êtes déléguée générale du Cœur des entreprises, qui est un collectif d'entreprises mécènes du bassin toulousain, qui est structuré en fonds de dotation et qui œuvre auprès des plus fragiles. Vous êtes une femme de terrain. Vous avez tout au long de votre parcours cherché à créer des ponts durables entre le monde économique, le développement et la solidarité. Merci encore, Olivia, d'être à nos côtés. Donc, Bertrand Rouanet, vous êtes délégué général du Fonds Action Jeune, qui est le fonds de dotation du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. Vous développez des actions d'insertion et de formation pour les jeunes du territoire éloignés de l'emploi. Vous êtes également directeur de l'impact territorial de la Caisse régionale, chargé de veiller à ce que les actions mutualistes produisent des effets concrets pour le dynamisme des territoires, l'environnement et le développement sociétal sur les 4 départements de l'Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Alors, la première question qu'on voulait vous partager à tous les deux, c'est finalement, on vient d'évoquer l'ensemble un petit peu de l'étude, ces chiffres, ces données. Donc, est-ce qu'il y a finalement parmi ces éléments quelque chose qui vous a marqué et pourquoi? Peut-être qu'on peut commencer avec vous, Olivia, si vous le voulez bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'avoir proposé d'intervenir ce matin. Alors, par rapport à ce panorama qui est très intéressant, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée. Alors, la première, très égoïstement pour le fonds de dotation Le Cœur des entreprises, c'est que je me suis aperçue qu'on était complètement en ligne avec ce panorama, toutes ces indications qui étaient données, notamment le champ d'intervention, l'action sociale et l'insertion professionnelle, le mécénat collectif territorial, nous c'est complètement notre axe d'intervention, l'ancrage territorial et l'approche multidimensionnelle du mécénat, que ce soit financier, engagement collaborateur, mécénat de compétences. Donc déjà, merci parce que ça conforte notre action. On est dans le sens, de l'histoire, de ce qu'il faut faire. Donc, c'est très réconfortant. Et il y a autre chose, il y a une donnée qui est pas donnée, enfin qui n'existe pas dans ce panorama et qui aurait été très intéressante à mon avis. C'est le pourcentage de collaborateurs qui sont impliqués justement dans via l'engagement collaborateur ou le mécénat de compétences. On évoque et on parle beaucoup de tout ce qui, des effets positifs pour l'entreprise, qu'est-ce qu'elles vont chercher en faisant du mécénat collectif, du mécénat, l'ancrage territorial. Mais moi, ce qui m'aurait intéressé en plus, c'est d'avoir justement combien de collaborateurs s'engagent dans cette aventure. Voilà. Merci Olivia, on le note et évidemment on est toujours preneur pour améliorer cette étude et qu'elle puisse vous être utile, que vous nous communiquiez des idées. Donc n'hésitez pas évidemment à nous les partager, même dans le chat aussi, ça sera toujours intéressant pour nous. Bertrand, même question, qu'est-ce qui vous a marqué à travers le panorama ? Écoutez, d'abord, bonjour à toutes et tous et ravi de témoigner sur cette thématique territoriale qui nous est chère. Et justement, moi, la donnée qui m'a le plus marqué, c'est le taux de pourcentage, donc le pourcentage d'acteurs qui finalement développent, intègrent une stratégie territoriale
dimension territoriale dans leur stratégie. Et ce taux, c'est 64%. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais très clairement, moi, je trouve que c'est une tendance lourde pour des structures philanthropiques qui, en fait, sont généralement plutôt à regarder leur approche par la thématique, d'ailleurs, comme le fait la loi aujourd'hui. Et c'est vrai que pour notre Fonds d'action jeune du Crédit Agricole Normandie-Pyrénées, la territorialité, elle est native chez nous, dans le sens où on l'a d'entrée intégrée dans nos statuts. Puisqu'on a 3 axes qui guident nos actions, très clairement. Nous, c'est d'abord le développement des compétences pour des bénéficiaires qui n'ont pas les moyens ou de se former ou de trouver les axes d'appropriation de métiers pour établir leur avenir, puisque le deuxième projet, c'est le fait de développer Deuxième axe, pardon, le fait, c'est de développer des projets professionnels ou de vie, sachant que dans notre approche, on ne fait pas de social parce qu'on ne le ferait pas bien. Donc, on préfère laisser à ceux qui savent le faire et on les implique quand c'est nécessaire. Par contre, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est véritablement, et ça, c'est vraiment inscrit dans les statuts, c'est faire ensemble, co-construire avec des acteurs locaux qui sont ceux d'un territoire plutôt orienté emploi, jeunesse, formation, aussi des entreprises, des associations, des collectivités, en gros, tous ceux et celles qui veulent partager la même cause sur un territoire donné, qui peut être l'agglo, un département, la région du Nord-Midi-Pyrénées ou autre. Voilà, donc ça, c'est vraiment cette dimension-là, là, moi, qui me parle et qui me cause. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de partir des besoins du terrain sur des départements qui sont ruraux, peu dotés en mécénat, avec une approche plutôt très adaptée au territoire recouvert, pour avoir une action plus efficace. Ça a été dit d'ailleurs dans les constats que vous avez relevés dans l'étude. En fait, finalement, être plutôt aligné avec cette tendance générale des fonds, telle qu'elle ressort du partenariat. Donc oui, moi je vous confirme bien que le mécénat, c'est bien une affaire de territoire et on peut vraiment le faire vivre à toutes les dimensions. Merci Bertrand. Du coup, j'enchaîne avec la deuxième question. D'abord, peut-être pour Olivia, quelle a été votre première motivation pour faire du collectif sur votre territoire en 2021? La première motivation. Alors, la première motivation des entreprises fondatrices, parce qu'en fait, il faut savoir que le cœur des entreprises a été créé par 15 entreprises ETI et grosses PME du Grand Bassin toulousain et fin 2021. Et leur première motivation, ça a été de s'unir collectivement pour agir en local, pour venir soutenir les besoins des associations qui œuvrent en faveur des personnes en situation de précarité, de fragilité, de handicap. Donc ça a été la première motivation, c'est mutualiser leurs ressources financières, humaines, mobilières, immobilières, pour venir soutenir les associations. On ne fait rien en direct, bien que, mais en tout cas, en 2021, c'était rien faire en direct. Et la première motivation, elle a été essentiellement autour de l'engagement des collaborateurs, c'est-à-dire permettre aux collaborateurs des entreprises, de ces entreprises fondatrices, de faire des missions de bénévolat, de donner du temps pour venir aider les associations dans leur fonctionnement quotidien. Très bien, je comprends. L'engagement des collaborateurs. Exactement. Oui, évidemment. Du coup, Bertrand, vous, la question est un petit peu différente. Vous avez fait le choix d'un fonds de dotation, puisque le Crédit Agricole a des fondations, parfois sur les territoires, et c'est un petit peu avant Olivia, c'est 2019, je crois. Et je crois que vous avez fait le choix d'une gouvernance particulière dans le cadre de votre véhicule philanthropique. Vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, effectivement, le fonds a été créé en 2019 et avec une ambition en fait de maintenir surtout la jeunesse, c'est pour ça que c'est un fonds d'action jeune, sur les territoires qui, quelque part, sont souvent pas ou peu dotés, en fait. Et en fait, aider les jeunes qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas la connaissance ou parfois les dispositifs de formation disponibles, mais de les aider à aller vers le recrutement. Voilà, vers l'emploi, parce que c'est ça qui permet de se projeter un projet personnel et professionnel. Et donc, on s'est plutôt orienté vers les métiers, les secteurs qui recrutent. Voilà, l'idée, c'est vraiment de lutter contre l'attrition
territoriale, si je puis dire, et de pouvoir assurer ce devenir. Et avec des territoires vastes et diversifiés, avec aucun grand pôle urbain, hein, on n'est pas à Toulouse, on n'est pas à Bordeaux, on n'est pas à Paris, et on a de fait une faible densité d'acteurs. Et donc, nous, notre ambition, c'était vraiment, dès le départ, d'œuvrer pour la cause, mais en faisant alliance, en travaillant avec tous les acteurs qui sont disponibles et présents sur le territoire et qui partagent en fait en local cette cause. Voilà. Et donc, du coup, on a structuré notre gouvernance pour aussi avoir cette approche terrain, les pieds ancrés dans le territoire, au travers à la fois de 6 administrateurs, 2 qui sont très clairement à l'échelle de l'ensemble du Nord-Midi-Pyrénées, et ensuite 4 administratrices, c'est des dames en l'occurrence, sur chacun des départements, qui sont à la fois la voix, les oreilles et les porte-paroles pour porter les actions au plus près du territoire et avec les acteurs qu'elles connaissent souvent très très largement. Et c'est excessivement facilitant pour soutenir le développement d'actions ciblées, faire du cousu humain en fonction ici des personnalités, ici de l'absence de tel ou tel acteur, ici de la présence de tel autre, et donc de pouvoir finalement favoriser l'engagement des parties prenantes à l'action, et ça même de façon indirecte. On n'est pas forcément sur de la mise en œuvre financière ou autre. Voilà. Ok, très bien. Du coup, le choix de 2 fonds de dotation, je le précise, quand même sur les 2 acteurs, c'est la tendance du fond. Et puis, 2 thématiques très claires, personnes vulnérables sur le bassin Grand Toulousain, d'une part, dans un collectif d'entreprises, et solutions adaptées au département que vous couvrez, qui est plutôt sur la ruralité, territoires ruraux, sur l'attrition des jeunes par les métiers. Voilà, donc on peut considérer qu'il y a vraiment 2 axes d'entrée, motivation très forte. Irlène. Oui, je prends le relais. Alors, je sais quand vous avez préparé, quand nous avons préparé cette table ronde, les mots d'essaimage étaient aussi importants dans finalement l'idée vraiment d'émuler. Alors, justement, nous, on essaie aussi, par le biais de cette table ronde, de donner des idées et finalement de conseiller aussi les entreprises qui nous écoutent et qui songent à créer ou à rejoindre un collectif. Donc, Olivia et Bertrand, tout à l'heure, Lyoko a mentionné les freins à surmonter pour pouvoir se créer ou s'unir en collectif. Quels ont été de votre côté, ou peut-être qu'ils sont toujours d'ailleurs, les principaux défis que vous êtes en train de relever ou que vous avez déjà relevés, peut-être pour que ce soit un peu plus concret pour nos entreprises qui nous écoutent aujourd'hui? Olivia, peut-être, vous commencez? Oui, avec plaisir. Alors nous, on est un fonds qui a été créé fin 2021 et il est plus opérationnel depuis 3 ans maintenant. Donc, on est jeune, on est très jeune et les défis, en fait, ils sont quotidiens. Et on a relevé le défi de le mettre en action, notre fonds, mais ils existent toujours et on est tous les jours en train de relever des défis et notamment sur nos 3 piliers qui sont nos 3 axes d'intervention qui sont, comme je le disais tout à l'heure, l'initial, c'est-à-dire l'engagement des collaborateurs. Là, c'est vrai que on a un défi d'infuser, de donner envie au sein des entreprises de nous faire connaître, de motiver, d'animer les communautés de collaborateurs pour qu'ils prennent part à des actions de bénévolat, de don de temps auprès des associations. Ça, c'est vraiment un défi majeur. Ensuite, on a sur notre 2e axe, l'insertion professionnelle. Là, on a un gros travail à faire. Alors, on y travaille tous les jours. C'est encore une fois dans ça rejoint notre action, c'est-à-dire c'est de faire le lien entre les entreprises, les entreprises et les associations, et notamment celles qui travaillent dans le champ de l'insertion professionnelle, qui accompagnent des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou avec pas de formation, et de leur ouvrir les portes de l'entreprise. Donc ça, on a une grosse action là-dessus, et c'est un défi parce que
c'est essayer de faire se rencontrer deux mondes qui sont pas forcément qui ne parlent pas forcément le même langage, en tout cas qui n'ont pas la même temporalité, bien évidemment les mêmes contraintes, les mêmes objectifs. Donc c'est vraiment un gros défi qu'on a là-dessus. Et puis sur notre dernier axe d'intervention, c'est-à-dire l'hébergement temporaire, là effectivement on a un défi de capter des biens, puisque c'est notre action, c'est capter des biens, se porter garant et capter des biens auprès des promoteurs et bailleurs sociaux, se porter garant et les mettre à disposition des associations qui font de l'hébergement temporaire. Donc on a sur nos trois axes, il faut relever ces défis permanents de pouvoir faciliter les liens entre associations et entreprises. Alors, justement, peut-être avant de repasser la parole à Bertrand, Olivia, je tire un petit peu le fil. Comment vous animez et vous nourrissez au quotidien votre collectif? Comment on anime au quotidien? Alors déjà, on a tout au long de l'année, nous avons l'année, elle est rythmée par des événements que nous organisons nous, fonds de dotation. Alors pour en citer quelques-uns, on va avoir là par exemple en début de semaine mardi, on a organisé nous le fonds de dotation Le Cœur des Entreprises, un forum insertion. On a fait venir des collaborateurs d'entreprise pour faire passer des simulations d'entretien d'embauche auprès de bénéficiaires qui sont en cours de construction de leur parcours professionnel, accompagnés par des associations. Donc voilà, on a un forum insertion, on va avoir un tournoi de foot en salle qui va réunir les collaborateurs des entreprises et des bénéficiaires d'associations qui vont jouer ensemble et puis qui vont construire des projets ensemble au-delà de la compétition de foot. On va avoir l'estival, c'est un dispositif qui est sur les 2 mois d'été, juillet, août, où l'on va mobiliser des collaborateurs pour qu'ils puissent aller distribuer des repas auprès des personnes en situation de précarité et prendre le relais des bénévoles qui partent en vacances. Et puis, voilà, ça, c'est les gros... Et on a la quinzaine de l'engagement. On organise pas mal d'événements tout au long de l'année. Ensuite, on a en plus de ça, nos rencontres avec les référents des entreprises, c'est-à-dire que pour chaque entreprise qui constitue le cœur, qui est adhérent au cœur des entreprises, elle nomme un référent ou plusieurs référents, des ambassadeurs également. Et tous les 2 mois, nous avons une rencontre avec ces référents pour un partage d'expérience, pour des tips, des bonnes pratiques. Voilà. On a des rencontres avec les associations, bien évidemment, et puis on a nos commissions de travail. Avec les administrateurs ou les entreprises membres. On a une commission engagement commission engagement des collaborateurs, une commission insertion et une commission immobilier. Ok, très très bien. Donc je vois bien un calendrier assez rythmé avec un tempo assez soutenu pour être sur le terrain, présent et mobilisé. Bertrand, comment ça fait écho chez vous, à la fois au niveau des défis à relever et puis de votre collectif que vous animez? Alors, la différence de l'exemple précédent, en fait, nous, on n'a pas un collectif fixe. Hein, on est vraiment avec des interlocuteurs de terrain qui sont jamais carrément les mêmes. Voilà. Donc ça, c'est une nature un petit peu différente. Donc du coup, pour nous, l'évidence, en fait, dans les défis à relever, c'est la capacité qu'on a, en fait, à faire des choses, à mener des actions autour d'une douleur qu'on identifie. Alors une douleur, ça peut être un besoin lacunaire, ça peut être un défi métier, ça peut être un défi de territoire, quel qu'il soit, qui viennent de nous parce qu'on l'a identifié ou qui viennent du réseau dans lequel on évolue. Voilà, et à partir de là, tout très clairement, notre capacité à faire avec ce petit nombre d'acteurs, ils se connaissent, on le voit parce qu'ils se connaissent souvent pas, ou peu, ils se parlent peu, ils agissent souvent que très marginalement de concert à l'échelle rurale. D'autant que leurs approches, leurs moyens, leur stratégie, leur temporalité
ne les incite pas forcément à faire des choses, ensemble. Donc, à un moment donné, il y a besoin d'avoir une forme de ciment qui vienne les réunir. Et là, c'est la proactivité du fonds qui joue ce rôle-là. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir, je l'évoquais tout à l'heure, des représentants au plus proche du terrain qui connaissent les acteurs, parce qu'on brise très vite les freins de l'extérieur en connaissant, en ayant du lien social, du lien de représentation en local. Le deuxième défi pour nous, c'est un défi majeur, c'est celui de la co-construction. C'est statutaire chez nous, je vous le disais, on n'est pas là pour coopérer, coopérer c'est bien, mais on est là pour co-construire. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, co-construire, ça veut dire qu'on accepte de renoncer quelque part à quelque chose qui est important pour soi, pour le mettre au service d'une cause, et ça permet aussi de faire évoluer les postures et les positions autour de quelque chose qui réunit plus, qui rapproche. Et ça embarque et ça impose de fait un engagement beaucoup plus fort de chacun des acteurs et beaucoup plus sincère. Voilà, et c'est important aussi pour arriver à faire ça, de bien définir en amont l'ambition de la cause qu'on veut servir. Ici, le développement de tel métier, l'attractivité de telle filière, la résolution de problématiques d'emploi de certaines populations, quelle que soit la façon dont on prend le sujet, mais en tout cas, au bout du bout, l'ambition est bien de toujours rappeler et tester et surtout vérifier l'intérêt général de tous les acteurs, puisqu'on n'a pas forcément dans l'action menée que des acteurs, je dirais, de mécénat. Et donc là, on le fait par différents moyens, notamment aussi le fait, par exemple, de faire des pilotes, et tout simplement on teste, on voit ce que ça donne, et si ça fonctionne, et puis progressivement, on incrémente. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui participe à cette dynamique de co-construction qui est importante. Et puis le dernier point, pour moi, c'est un vrai sujet, c'est le sujet du sourcing en milieu rural, le sourcing de nos bénéficiaires, tout simplement, où là, on a quand même, je dirais, parfois de la difficulté à les identifier parce que ils sont souvent dispersés, ils sont souvent en zone grise, comme on dit, c'est-à-dire pas forcément identifiés par les acteurs associatifs, publics ou autres. Et donc là, ce qui est important, c'est justement la force du réseau que l'on peut, nous, être capable de réunir autour de notre position de leader sur le territoire. Voilà. Donc ça, c'est... Merci Bertrand. Pardon, je vous ai coupé. Mais je vais enchaîner justement avec vous. Donc, on constate bien, je le dis pour les auditeurs, pardon, que Olivia, elle travaille sur du urbain et peut-être un petit peu de périurbain, puisqu'elle est sur le territoire du Grand Toulouse. Et Bertrand, qui est sur le territoire d'à côté, agit sur 4 départements. Donc, on voit bien les 4 départements très différents finalement à 1 heure de distance de là où est Olivia. Donc, pour les plus proches, j'entends. Je parle de Montauban, par exemple. Donc là, on voit bien que selon le positionnement territorial, l'angle d'attaque peut être très différent. Et pour mieux comprendre ce que vous faites, vous, sur vos territoires, Bertrand, est-ce que vous pouvez me donner 3 ou 4 exemples de ce dont vous parlez quand vous parlez de programme d'innovation territoriale 100% co-construit? Ouais, mais par exemple, je vais vous donner 4 exemples un peu différents, 3 qui se ressemblent et un qui est un peu plus distinct. On a développé des programmes en faveur des métiers d'ouvriers agricoles. Voilà, c'est tout bête, mais les agriculteurs s'installent, tout le monde s'en préoccupe, mais personne ne s'occupe de savoir s'ils ont des ouvriers pour, dans les exploitations de plus en plus grandes, être capables de mener leur activité. Donc, sur l'Aveyron, on a développé un programme avec des professionnels, services de remplacement, des coopératives qui permettent d'accueillir derrière des jeunes candidats dans des immersions professionnelles pour vérifier que leur intention est bien d'activer, leur envie, et puis surtout éventuellement orienter derrière sur des processus de formation et d'emploi. Et donc, on l'a fait avec des lycées agricoles et voilà, on a plutôt orienté un programme sur 3 semaines. Structurel, individuel et collectif. Je ne rentre pas dans les détails. Et après, donc, parce que c'est un territoire d'élevage qui n'exige pas beaucoup plus, je dirais, de besoins. En contrario, dans le Tarn-et-Garonne, le même programme est sémé, si je puis dire, sur un territoire différent, où là, la production est plutôt la viticulture, l'arboriculture ou la grande culture avec du machinisme. Là, c'était plutôt 6 semaines de formation. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des exigences des exploitants beaucoup plus fortes
en certificat type phytosanitaire, en conduite de tracteur, en sécurité, santé au travail, parce que c'est plus accidentogène, etc., etc. Donc, on a adapté le programme et on l'a fait avec les acteurs locaux. Et on a travaillé avec une MFR et pas un lycée, justement parce qu'il y a une forte imprégnation dans les besoins de la filière que l'on souhaite accompagner et que l'on souhaite rendre plus attractive. A contrario, dans un autre domaine qui est celui de la forêt, là, c'est un programme qui est en cours de construction, on va aller plus loin dans le sens, on va faire que le programme, on va aussi développer des moyens de communication pour valoriser, on va dire, l'attractivité de la gestion raisonnée de la forêt. Autour de toute la filière, que l'on parte, je dirais, d'en haut, les exploitants forestiers qui font de la plantation, tout à l'autre bout de la chaîne, les scieries qui préparent la matière première avant la transformation. Voilà, donc chaque fois, on essaye d'adapter véritablement le dispositif. Et puis un dernier exemple, il est complètement différent, c'est là pour le coup un partenariat avec les écoles hêtres que nous avons. Les écoles hêtres, bien sûr. Que vous connaissez certainement. Bon, là, très clairement, on les a quelque part un peu unifiés dans l'action territoriale, même si elles ont chacune leur action départementale, en travaillant quelque chose de commun qui les incite à plus travailler ensemble et à se retrouver autour de nous et en fonction, bien évidemment, de leurs besoins, au travers de dispositifs qu'on a mis en place pour ranimer la démarche et surtout les aider à progresser de manière plus homogène avec une maturité plus parallèle, puisque nous, on souhaitait avoir des partenaires, entre guillemets, qui soient très impactants sur le territoire. Voilà. Donc, on organise, vous voyez, chaque fois, en fonction du besoin de la cause à couvrir, le dispositif à mettre en place. Voilà. Et finalement, donc mécénat et ancrage territorial exemplaire, puisque vous répondez spécifiquement aux besoins de chaque territoire concernant les jeunes qui ont besoin de s'insérer dans les métiers qui les ancrent sur leur propre territoire, on va dire de naissance ou de formation, je ne sais pas trop. Donc on voit vraiment cette adaptation et cette souplesse d'approche qui caractérise beaucoup le mécénat territorial. Du coup, je vais peut-être laisser la parole à Kathleen pour les prochaines questions et peut-être pour le futur. Ce qu'on voulait maintenant peut-être partager avec vous, c'est un petit peu se placer de manière plus prospective en se tournant vers l'avenir et de se dire finalement, pour tous les deux, quels sont vos projets, quels sont les projets des structures au sein desquelles vous œuvrez et également aussi finalement, quels sont finalement les besoins de terrain que vous détectez, comment vous dessinez finalement cette voie de manière un peu plus prospective au sein de vos structures respectives. Est-ce qu'Olivia, vous voulez commencer? Alors, nos projets, encore une fois, je vais me répéter, mais nous, on est jeunes, donc nos projets, ce sont toujours les mêmes. C'est nos axes de travail. Ce sont nos axes de travail, donc effectivement. Par contre, je voulais faire une petite parenthèse, mais enfin, ça rejoint également nos projets, puisque nos projets, en fait, ils viennent du terrain. Et je rejoins Bertrand dans ce qu'il disait. Dans sa démarche, on a une démarche commune, même si on a un territoire un peu différent, effectivement. Mais on a la démarche, elle est vraiment commune et je pense qu'elle est essentielle, c'est-à-dire qu'on part du besoin. Nous, on part des besoins des associations. C'est parce qu'on a un lien fort avec elles et quasi mensuel, on a quasi tous les jours, on a des liens avec les associations et on les a régulièrement, chacune tous les mois. C'est parce en fait, on est à l'écoute de leurs besoins qu'on essaie de développer des projets, de co-construire des choses avec elles. Et effectivement, en ce qui concerne nos projets à venir, ça sera peut-être développer un nouveau, d'ailleurs, ça a été pris en compte par le conseil d'administration, c'est développer un nouveau mode d'intervention, c'est-à-dire aller plus sur du mécénat financier. On a fait déjà un appel à projet en 2025, mais on va continuer et peut-être accélérer un petit peu plus dans les années à venir parce que c'est un besoin des associations qui est très prégnant en ce moment. Voilà. Et nos projets, c'est bien évidemment aussi, c'est nous développer. Alors, c'est-à-dire essayer d'attirer de nouvelles entreprises qui veulent nous rejoindre. D'ailleurs,
les entreprises qui nous écoutent, à partir du moment où elles ont envie de s'engager et envie de nous rejoindre, ben, elles sont les bienvenues. Le développement, nous, on le fait de manière maîtrisée parce que, comme vous l'avez compris, on a différents axes, et notamment celui de l'engagement collaborateur. Et c'est important quand on accueille, quand on intègre une entreprise, de vraiment l'accompagner dans cette démarche-là d'animation de ses collaborateurs pour qu'ils viennent, qu'ils s'engagent, qu'ils viennent faire des missions. Donc, on se développe, mais de manière maîtrisée, mais c'est un de nos projets aussi. Une Voilà. petite question peut-être complémentaire. Est-ce que vous êtes dans une logique d'accompagnement pluriannuel dans la démarche de mécénat financier que vous allez mettre en place? Oui, tout à fait. Tout à fait. On essaie de soutenir des projets pour que l'impact soit vraiment conséquent, soit vraiment présent. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans notre appel à projet 2025. Il est venu soutenir et continuer soutenir des projets qu'on avait déjà un petit peu soutenus auparavant, les années précédentes. Très Oui, bien. bien sûr. Bien sûr, oui. On Merci. s'approche de la séance de questions-réponses alors qu'on a une question très importante à poser. Du coup, Bertrand, le On n'a futur pas peut-être. entendu Bertrand, oui. Oui, mais justement, le futur pour Bertrand. Et ensuite, on va peut-être conclure pour pouvoir ouvrir aux questions. Ouais. Très, très simplement, les besoins pour le fonds qui est jeune aussi, pour notre fonds d'action qui est jeune aussi, c'est de continuer à faire ces actions d'innovation territoriale, très clairement. Parce qu'on voit que les besoins sont nombreux, multiples, on peut aller accompagner de nouveaux secteurs. Notre enjeu maintenant, c'est de passer à la phase de passer un peu du build run, si je puis dire, en essayant d'essaimer les programmes, les rendre un peu plus autonomes avec les partenaires sur chacun d'entre eux, de manière à pouvoir passer à d'autres projets qui permettent de diffuser plus largement l'approche sur le territoire. Et ça nous paraît important. Et puis les enjeux également d'engagement des collaborateurs de notre fondateur, de mécénats de compétences, y compris des administrateurs, puisqu'on est une banque mutualiste, puisqu'on a 2000 salariés, 750 administrateurs, ça fait quand même en local, présence locale profonde, des choses très intéressantes à faire avec eux. Donc ça, c'est vraiment l'orientation qui arrive derrière. Et puis après, on a bien évidemment aussi un sujet de notoriété. On est jeune également. Et donc, on aimerait aussi avoir la possibilité de mieux catalyser les envies des acteurs locaux pour éventuellement nous aider à rendre plus fort encore l'action que l'on fait, soit par leurs interventions directes, comme on le fait aujourd'hui, soit par du mécénat, tout simplement, puisqu'on peut éventuellement affecter des fonds à ces causes, s'ils veulent bien faire confiance au fonds. Et puis après, alors je ne sais pas si c'est un vœu pieux, mais je pense qu'on pourrait aussi certainement améliorer encore la mobilisation des acteurs publics à des échelles locales. Parce qu'on voit que c'est quand même compliqué, c'est quand même très très compliqué pour des raisons diverses et variées, la multitude d'interlocuteurs, les aspects budgétaires, les aspects administratifs. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, au fond, très modestement, c'est d'essayer de mettre de l'huile dans des rouages qui permettent de faire des choses que souvent la rigidité ou la rigueur administrative ne permet pas, et qu'un fonds de dotation peut beaucoup plus facilement faire, et donc du coup débloquer des situations. Donc je pense qu'on a une alliance là aussi avec les acteurs publics qui peut se développer dans l'intérêt bien sûr collectif, bien évidemment. Voilà. Donc c'est ça pour nous les enjeux futurs. Et quelques enjeux partagés quand même, du coup, même si vous êtes deux organisations un peu différentes. Alors, pour faire une transition sur les questions qui se posent éventuellement de la part des participants, la traditionnelle question de 3 facteurs clés du succès, à Olivia déjà, pour un mécénat collectif et territorial que vous jugez réussi, 3 facteurs clés, ça peut être même 3 mots-clés. Et Bertrand, la même question un petit peu plus adaptée, c'est quoi les bases d'une relation réussie entre co-constructeurs d'une action territoriale? Donc 2 questions, un peu de clôture. Olivia, 3 facteurs clés de succès, assez simples, pour un mécénat collectif et territorial que vous jugeriez vous réussi. Alors, 3 facteurs clés de succès, on pourrait partir, donc on part du principe qu'on a du succès, mais
Avec beaucoup d'humilité, je répondrai à cette question en disant que je pense que pour un mécénat territorial et un mécénat collectif réussi, il faut être à l'écoute des associations, des besoins des associations. C'est fondamental d'être à leur écoute et de répondre à leurs besoins. Nous, c'est notre axe, vraiment notre ligne de conduite. Je suis très à cheval sur ça. Ensuite, je pense qu'il faut, nous en tout cas, de notre côté, c'est faire preuve d'adaptation, d'agilité et auprès des entreprises qui nous rejoignent parce que elles sont toutes différentes. Elles ont de tailles différentes, elles ont un développement différent, elles ont une maturité par rapport à l'engagement, à la RSE qui est complètement différente. Donc, pour qu'elles s'engagent correctement, il faut être à leur écoute et il faut vraiment les accompagner et faire de la dentelle avec elles, Tout à fait. être agile, voilà. Et puis essayer effectivement d'innover par des actions un peu différentes qui mêlent nos différents interlocuteurs sur le terrain. Très bien. Faire preuve Bertrand d'inventivité. Voilà. Merci beaucoup, Olivia. Bertrand, 3 bases de relations réussies en co-constructeur. Pour nous qui sommes un peu entre un mécénat collectif et un mécénat territorial, je dirais qu'il y en a 3 majeurs. Le premier, c'est l'identification, puisque vous avez compris qu'on choisit des causes qui ne sont pas forcément toujours identiques. Donc, c'est le choix d'une cause claire, celle qui va faire en fait clairement l'engagement de chaque partie prenante. C'est majeur. Voilà. Bien, qu'est-ce qu'on vise, sur quel territoire, quel public, quel moment, est-ce que c'est adapté pour vous, est-ce que vous pouvez vous engager, etc., etc. Ça, c'est majeur, c'est fondamental. Si on n'a pas cette assise, ça ne fonctionne pas bien derrière et c'est normal. Donc ça, il faut avoir de l'exigence. Deuxième point, je l'ai évoqué tout à l'heure, la co-construction. Parce que pour moi, vous êtes engagé si vous construisez ensemble. C'est-à-dire être capable de faire ce pas de côté, ce pas en avance qui fait que vous êtes adapté, chacun est adapté aux autres. Et on peut construire quelque chose ensemble. Et puis la troisième chose, celle-là, elle est fondamentale, c'est finalement la preuve. Je m'explique, c'est quand on a fait, montrer ce qu'on a fait et faire se rendre compte de ce que l'on a fait à ceux qui ont participé ou ceux qui peuvent être dubitatifs, entre guillemets, qui n'ont pas souhaité embarquer ou qui n'ont pas embarqué de suite. Parce que c'est ça qui fait la transformation des comportements, la transformation des visions, et c'est ça qui donne envie de faire ensuite. Voilà, et petit à petit, on peut arriver à renouveler, réembarquer, renouveler finalement les dispositifs. Pour moi, c'est les 3 éléments clés. Et le dernier, très modestement, c'est l'envie aussi que nous avons, nous, en tant que fonds de dotation, d'être le catalyseur de ces énergies et d'apporter des moyens financiers pour rendre possible là où ça ne le serait pas, peut-être si on n'était pas là. On n'est pas des sauveurs, on est bien d'accord, mais c'est ce petit plus qui fait qu'à un moment donné, ça passe de l'intention à l'action, ça passe de l'incantation à l'incarnation, si je puis dire. Voilà. D'une précoce. Voilà. Pour moi, c'est ça la combinaison gagnante. Et c'est super clair. Et finalement, ça rejoint la boucle puisque ça correspond à ce que nous, on imagine comme étant la définition d'un mécénat territorial et d'un mécénat collectif. Avec 9 minutes de retard, Orlane, la transition, s'il te plaît. C'était passionnant, Bertrand et Olivia, merci. Merci beaucoup Bertrand, Olivia. Alors effectivement, on le voit, hein, tous ces échanges ont particulièrement résonné avec l'ensemble des données que l'on a pu partager dans le cadre de ce panorama. Alors maintenant, place aux questions avec Luna. Peut-être que tu peux nous faire remonter différentes questions que tu as repérées et sur lesquelles l'un ou l'une de nous pourrait répondre. Absolument, merci Orlane et merci à toutes et tous, c'était passionnant. Alors les participants n'ont pas été avares en question, donc je me permets de sélectionner celles qui sont les plus transverses déjà dans les quelques minutes qui restent, notamment une première question sur l'impact. Aujourd'hui, une notion incontournable évidemment pour le secteur. Récemment, il y a même eu des procès sur la question pour ou contre l'impact social. Peut-être un retour, Lyoko, si tu veux peut-être nous partager ton avis sur comment tu te positionnes aujourd'hui et comment le secteur philanthropique se positionne sur ce sujet.
Absolument. Je crois que c'était hier soir le procès de l'impact social mené par Entropia, la chaire de l'ESSEC sur l'innovation sociale. C'était assez rigolo. Je crois qu'il y a un replay, je vous le recommande. Alors l'impact, c'est un vrai sujet, puisque c'est un mot qu'on utilise, c'est un mot valise qu'on utilise pour dire finalement le changement ou les bénéfices qu'on apporte aux actions philanthropiques. Et c'est vrai que ce terme impact est pas mal remis en question aujourd'hui par les acteurs associatifs parce que c'est directement relié à l'évaluation d'impact. La fameuse évaluation d'impact qui est donc considérée parfois comme un outil de surveillance, un peu même, on a même entendu le mot vassalisation lors du cadre du projet de procès de l'impact, qui finalement remet en question ce contrôle entre guillemets des financeurs vis-à-vis des financés. Cette relation, elle est en train d'évoluer, elle a beaucoup changé. C'est vrai qu'il y a quelque temps, la philanthropie demandait purement du reporting. Combien de bénéficiaires avez-vous accompagnés, combien de sorties positives, combien le changement d'échelle, etc. Et je crois que ça, fondamentalement, la mentalité a changé, principalement depuis la Covid. Évidemment, en tant que financeur ou initiateur d'opérations, nous avons le besoin de savoir si les actions qu'on mène ont une utilité. L'impact, ça pourrait être une utilité en réponse à un besoin. On pourrait dire ça comme ça. Il va de soi que cette utilité ne peut être évaluée que par les acteurs de terrain. Donc, c'est aujourd'hui la convergence de la nécessité des financeurs à évaluer l'utilité de l'utilisation de leur financement, de leurs compétences, parce qu'on doit des comptes également, avec l'utilité perçue des associations aux financements reçus ou aux compétences partagées avec eux. Il me semble que cette évaluation d'impact va devenir le sujet 2026 de discussion entre philanthropes et associations. En tout cas, c'est quelque chose qui est très en évolution. Merci beaucoup, Lyoko, pour ces retours précieux. Et en effet, on n'a pas encore terminé d'en entendre parler, loin s'en faut. J'enchaîne avec une question à double entrée aussi, très intéressante et qui évidemment s'inscrit dans le contexte actuel qu'on connaît tous de difficultés du monde associatif. On se rappelle évidemment de ça ne tient plus. Donc peut-être d'abord, dans ce contexte, je pense que Bertrand, Olivia, vous voyez aussi les associations que vous soutenez voilà, et qui souffrent de cette situation. Et notamment aussi une idée où il va y avoir de plus en plus de sollicitations des mécènes privés aussi. Comment vous préparez à ça? Comment vous faites face? Et peut-être quel message vous auriez envie d'apporter aujourd'hui aux associations voilà, qui se questionnent aussi dans leur rapport avec les mécènes, dans un contexte qui est évidemment pas évident pour elles. Je vais peut-être tenter une réponse. Nous, on est à l'écoute très clairement des associations. Après, il faut bien évidemment que ce soit en ligne avec à la fois nos capacités statutaires, bien évidemment, avec nos capacités financières, bien évidemment, avec nos capacités humaines, bien évidemment. Après, c'est la qualité du projet, moi je pense surtout, qui va faire la volonté d'engagement. C'est ça, en fait, qui peut permettre de déclencher un accompagnement à une association, à un acteur de territoire. Donc, ça veut dire qu'on est toujours à l'écoute de ce qui peut se positionner, des opportunités qui peuvent se présenter, des projets, des associations. Voilà. Alors, c'est par contre derrière une exigence, voilà, de proactivité dans la compréhension de ce qu'on veut faire, pourquoi on veut faire. Est-ce que c'est aligné avec nos statuts, notre cause, et est-ce que derrière, on arrive à avoir la conviction que finalement, ça sert le territoire et les besoins du territoire. Voilà. Merci Bertrand. Olivia, est-ce que vous avez quelque chose aussi à ajouter sur le rapport à venir, et qui est déjà là avec les associations et un message pour elles? Je rejoins parfaitement ce qu'a dit Bertrand. Nous aussi, de toute façon, nous, on est à l'écoute des besoins des associations. Alors nous, ce qui est un peu particulier, c'est qu'en fait, nous adressons essentiellement les associations qui œuvrent en faveur des personnes en situation de précarité, fragilité, handicap. Donc, ce n'est
que ces domaines-là. Et ensuite, les associations que l'on soutient doivent être validées, doivent être cooptées, validées par notre bureau. Mais en ce qui concerne ces associations-là, bien évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, on va essayer de les soutenir de plus en plus financièrement dans la mesure de nos moyens, hein, ça bien évidemment. Et en faisant 2 appels à projets par an. Et encore faut-il que nous aussi, on puisse être là pour les soutenir financièrement, mobiliser suffisamment de fonds. Merci beaucoup, Olivia. Et si on regarde cette question-là d'un point de vue un tout petit peu plus macro, est-ce que Lyoko, Kathleen, Orlan, vous avez des retours sur justement comment s'apprêtent à faire face les fonds et fondations en termes notamment financiers? Voilà, est-ce que on est plutôt dans une logique d'essayer d'avoir plus d'impact et peut-être de réduire le nombre de partenaires, mais avec des plus gros tickets? Est-ce qu'au contraire, on essaye d'élargir la base des soutiens? Qu'est-ce que vous voyez au quotidien sur le terrain? Oui, moi, je veux bien commencer. Je trouve qu'il y a des initiatives intéressantes aussi, justement, de fonds et fondations qui parfois se réunissent de manière informelle, mais assez régulièrement pour aussi se parler finalement de leurs projets communs, des structures qu'elles accompagnent et finalement d'avoir aussi une dimension de continuité, de suivi à travers différents accompagnements qui peuvent être proposés par les acteurs qui se parlent, qui peuvent œuvrer autour de causes communes. Donc, on va rechercher une forme de complémentarité de ce qui peut être fait. Une fondation se disant, bah voilà, moi j'ai aidé la structure à évoluer sur tel sujet. Finalement, j'ai été au bout de ce que je pouvais lui proposer en termes d'accompagnement. Et qu'est-ce que toi, fondation qui œuvre aussi sur cette cause, tu pourrais amener en complémentarité? Et ça, je trouve ça plutôt assez intéressant. Et puis évidemment aussi parler d'encourager évidemment le financement pluriannuel au-delà des 3 ans, on l'évoquait tout à l'heure, et peut-être également aussi d'aller vers le soutien sur les frais de fonctionnement. Toutes les structures ne le font pas, et ça peut être assez précieux aussi pour les associations, évidemment, surtout par les temps qui courent. Merci Kathleen. Orlan, est-ce que tu souhaites ajouter encore des messages d'espoir, notamment dans ce contexte? Non, je dirais juste que les fonds et les fondations sont extrêmement conscientes de la problématique. Après, effectivement, voilà, je pense que le temps fera aussi son œuvre. En tout cas, de leur côté, il y a un vrai questionnement et probablement aussi une nouvelle façon peut-être d'envisager de nouvelles pratiques pour que ça puisse être vraiment plus simple, facile. C'est vrai qu'on voit pas mal de questions sur comment les approcher. Donc voilà, on est très interrogateur. Lyoko, peut-être que tu veux compléter aussi. Oui, le secteur associatif, en tout cas des opérateurs, le secteur des opérateurs est un secteur très résilient malgré tout. On a traversé beaucoup de crises, la dernière étant la Covid. Les mécènes, à ce moment-là, se sont montrés exemplaires. Moi je le dis d'autant plus que j'ai été opérateur pendant la période du Covid. Et effectivement, on a vu de leur part une souplesse, une agilité qu'on aimerait aujourd'hui retrouver dans un contexte de crise associative. Vous savez qu'on parle des milliers d'associations, des centaines d'associations qui risquent de fermer au mois de décembre. Entre ceux qui devaient naturellement fermer parce que leur limite est atteinte, et ceux qui nécessiteraient d'un petit coup de pouce pour redémarrer, je pense que la philanthropie s'organise. Il y a un dispositif qui s'appelle Prévasso, qu'on fait avec le mouvement Asso également et la Fondation de France. Il y a d'autres actions qui sont mises en place, chacun au sein des fondations. Les gens voient doubler les demandes de financement. Donc là, effectivement, on est plutôt en réaction qu'en proactivité. Mais en tout cas, on ne doute pas que les philanthropes vont réagir, même si, jamais, on ne pourra remplacer évidemment l'intérêt général soutenu par les acteurs publics. Ça va de soi. Et c'est, je crois, ce qui s'appelle un mot de la fin, Lyoko.
Tout à fait. Nous arrivons au terme de cette session. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé, d'être venus en nombre. Merci beaucoup aux témoins, Olivia, Bertrand, pour vos témoignages. Merci Lyoko et Kathleen pour cette très belle restitution. Alors, je vous ai mis dans le chat, hein, n'oubliez pas, vous avez accès vraiment à l'ensemble de l'étude in extenso avec les analyses et tous les chiffres, parce que évidemment, vous doutez bien qu'on a dû faire des sélections pour que ce soit digeste, mais n'hésitez pas à vous y référer in extenso. Et évidemment, nous vous donnons toutes et tous rendez-vous à la prochaine édition du Panorama des fonds et des fondations. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt.